Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc ici, l'objet va être l'étude des transitions de phase du second ordre, appelé aussi phénomène critique, pour une raison qui sera plus claire au fur et à mesure. On va se limiter ici pour fixer les idées, à la transition paramagnétisme-ferromagnétisme, qui est le plus familier. Ces traits généraux se transposent aux autres transitions du second ordre. Pour le ferromagnétisme, on se limitera ici à une description plutôt schématique. C'est tout ce dont nous avons besoin. Pour plus de détails, vous pouvez voir dans la littérature ou dans la série que j'ai réalisée sur la mécanique quantique, où toute une partie aborde le ferromagnétisme. Certains corps, tels le fer, le nickel, le cobalt, certains alliages, peuvent être aimantés à température ambiante. D'un point de vue microscopique, cela signifie que des électrons qui sont dans des couches internes de l'atome sont dans une couche interne incomplète et que leur spin est aligné dans la même direction. Comme chaque spin est associé à un moment magnétique, cet alignement conduit à une addition de tous les moments magnétiques pour donner une aimantation macroscopique. Si on chauffe un ferromagnétique à une température supérieure à une température TC, une température critique, le C n'est pas pour critique, mais pour Curie, elle est typiquement de l'ordre de 1000 degrés, appelée température de Curie. L'aimantation disparaît et le corps devient paramagnétique. Il est facile d'imaginer intuitivement que la tendance à l'alignement des spins est due à une interaction entre ces spins et action qui contient une interaction qui favorise cet alignement et qui peut être perturbée à grande température par l'agitation thermique qui tend à détruire cet alignement. Cette explication, qui contient une partie de la vérité, est cependant loin d'épuiser le sujet. Et l'un des problèmes fondamentaux de la physique statistique a été justement de montrer qu'il y a bien une transition de phase entre une phase magnétique et non magnétique. En toute rigueur, la discussion que nous allons vous donner s'applique non pas à un échantillon ferromagnétique, mais à ce qu'on appelle un domaine. Un domaine d'aimantation bien précise, qui sont typiquement d'une taille d'1 centième de millimètre, donc très petit, d'un tel échantillon, sauf circonstances particulières, à une température T supérieure à TC, le domaine n'est pas aimanté, et si on diminue la température sous TC, le domaine est alors aimanté. Pas nécessairement l'échantillon, qui est composé d'un très grand nombre de domaines, avec des aimantations dans toutes les directions, et dont la somme est à peu près zéro. L'aimantation M du domaine augmente au fur et à mesure que la température diminue, et elle est donc maximum à T égale 0. Tous les spins sont alignés à T égale 0 dans la même direction. Et lorsque la température est intermédiaire, à cause de l'agitation thermique, l'alignement n'est que partiel. Donc on peut imaginer à T égale 0 que les spins des électrons sont parfaitement alignés. À une température intermédiaire, ils sont légèrement perturbés. Et à une température supérieure à la température critique, ils sont cette fois orientés dans tous les sens, ce qui donne une aimantation nulle. En l'absence de champ magnétique extérieur, qualitativement, le comportement est pour la température. Si ici on a la température critique, l'aimantation, on a une certaine aimantation maximale à 0, puis qui baisse et qui diminue comme ceci.
jusqu'à s'annuler à la température critique. On notera que la tangente à la courbe est verticale à la température critique. C'est un constat expérimental et nous verrons cela. Cette aimantation est une aimantation spontanée, car elle n'est induite par aucun champ magnétique extérieur. Notons que à une température inférieure à température critique, oui, excusez-moi, je fais une répétition. L'existence d'une aimantation spontanée est un phénomène, est a priori un phénomène assez remarquable. En effet, l'hamiltonien d'interaction qui décrit l'interaction des spins est invariant par rotation. Aucune direction d'espace n'est privilégiée. Et d'ailleurs, pour T supérieur à Tc, aucune direction d'espace ne peut apparaître distinctement dans la phase à haute température. On ne peut pas distinguer de direction particulière. Je parle ici à l'échelle macroscopique, parce qu'à l'échelle microscopique, on a la structure cristalline, mais si on mesure les propriétés macroscopiques du corps, aucune direction privilégiée n'apparaît pour l'aimantation, en tout cas. Alors que pour une température inférieure à la température de Curie, on distingue une direction de l'espace, celle privilégiée, celle de l'aimantation qui se trouve privilégiée. L'état du domaine n'est plus invariant sous toutes les rotations, seulement les rotations dont l'axe est parallèle à la direction d'aimantation. Autrement dit, le groupe de symétrie de la phase basse température est un sous-groupe de celui de la phase haute température. On appelle ce phénomène la brisure spontanée de symétrie. L'aimantation M, qui est nulle dans la phase haute température, est différente de 0 dans la phase basse température, est appelée paramètre d'ordre de la transition. Le phénomène de brisure spontanée de symétrie et la notion de paramètre d'ordre se retrouvent dans toutes les transitions du second ordre. On peut s'étonner de l'existence d'une direction privilégiée, alors que rien ne permet a priori de la choisir. En fait, la plus petite inhomogénéité ou le plus petit champ magnétique résiduel va permettre de définir une telle direction. Il existe d'autres phénomènes, nous en parlerons, où il n'y a pas, nous en parlerons dans la physique des particules, où il n'y a pas un tel phénomène microscopique qui pourrait le dicter. Mais au moins au niveau description d'une macroscopique dictée par le microscopique, de telles petites perturbations microscopiques suffisent à expliquer qu'une direction se voit privilégiée. C'est donc une amplification de cette direction privilégiée qui apparaît. En fait, on peut penser par exemple à un bâton cylindrique sur lequel on appuie avec une force verticale qui suit l'axe du bâton. Donc on a un bâton vertical et on applique parfaitement cylindrique et on applique une force verticale, hop, exactement au centre. En appuyant suffisamment fort, à un moment donné, le bâton va plier. La direction dans laquelle il plie dans une certaine direction, est une direction privilégiée. Alors que la situation initiale est parfaitement invariante par rotation autour de l'axe du bâton, elle ne l'est plus après la brisure de symétrie. C'est une symétrie spontanément brisée. Voilà pour la base. Alors, suivant une stratégie qui est très familière aux physiciens, on va essayer d'établir un modèle pour le ferromagnétisme en simplifiant la situation réelle
tout en essayant de conserver les traits qui paraissent fondamentaux pour le ferromagnétisme. Établir un modèle n'a rien de facile. Ça revient à choisir le meilleur compromis entre deux exigences qui sont contradictoires. La première, obtenir des équations suffisamment simples pour pouvoir être résolues, si possible à la main, de manière analytique, ou à défaut, numériquement sur ordinateur. Et le deuxième point, c'est ne perdre en cours de route, dans le processus de simplification, aucune des propriétés essentielles du phénomène que l'on veut étudier. Si on en garde trop, c'est trop complexe. On ne sait pas le résoudre. Et si on n'en garde pas assez, c'est plus simple, mais ça ne reproduit plus vraiment la réalité. C'est donc un compromis qui n'est pas toujours facile. Ce qui paraît essentiel dans le ferromagnétisme est le fait qu'il y ait une interaction entre les spins qui tend à les aligner. On peut raisonnablement espérer qu'il est légitime de remplacer chaque atome du ferromagnétique, par l'électron qui est responsable du ferromagnétisme. C'est la seule chose qui nous importe. Le reste de l'atome ne nous importe pas. La première étape consiste donc à placer des électrons sur un réseau, sur les nœuds d'un réseau qui correspond au réseau cristallin initial. Alors pour simplifier la discussion, mais ce n'est pas essentiel, c'est probablement parce que c'est plus facile pour en parler, on prendra un réseau en général, on parlera d'autres réseaux, mais en général, on prendra un réseau cubique. C'est le plus simple. L'interaction entre les spins est à courte portée. Ça, c'est un constat expérimental, on le voit aussi avec la mécanique quantique. Deux spins qui sont séparés d'une dizaine de fois le pas du réseau ont une interaction si faible qu'elle en est négligeable. Donc la deuxième approximation va consister à considérer uniquement les interactions entre plus proches voisins, en espérant que ce ne soit pas une trop forte approximation. Sur un réseau à deux dimensions, un réseau cubique, plutôt carré, à deux dimensions, un atome a ainsi 4 proches voisins. À deux dimensions, d égale 2. D étant la dimension de l'espace. Et dans un réseau cubique à 3 dimensions, d égale 3, un atome placé au centre va avoir en tout 6 voisins sur les 6 faces du cube. À nouveau, on peut espérer ne rien perdre d'essentiel dans cette approximation. Voilà, et nous continuerons la description de ce modèle dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.